À Thanksgiving, mes parents m'ont battu devant tout le monde pour ne pas avoir payé le loyer de ma sœur. Maman a crié, « Paie le loyer de ta sœur ou dégage !» Maintenant, ils regrettent ce qu'ils ont fait. L'air vif de novembre emplissait mes poumons alors que je maintenais en équilibre 2 tartes aux pommes maison en remontant le familier chemin de pierre menant à la maison de mon enfance. Après 3 mois d'heures supplémentaires et de préparatifs de mariage, j'avais hâte de voir tout le monde. La lumière dorée qui se déversait des fenêtres promettait chaleur et rire à l'intérieur. Mais au moment où j'ai poussé la lourde porte en chêne, la voix tranchante de ma mère, Martine, a fendu l'air parfumé à la dinde comme une lame. « Camille, nous devons parler du loyer d'Émilie, maintenant. » Mon père, Robert, se tenait derrière elle, les bras croisés, me barrant le chemin vers la salle à manger où 20 membres de la famille étaient soudainement devenus silencieux, tous les regards tournés vers nous. J'ai posé délicatement les tartes sur la table de l'entrée, essayant de garder ma voix stable tandis que les membres de la famille tendaient le cou depuis la salle à manger pour assister à notre confrontation. « Maman, je l'ai déjà expliqué la semaine dernière. J'ai couvert le loyer d'Émilie 3 fois cette année. Nicolas et moi économisons pour notre mariage en juin, et je ne peux tout simplement pas continuer à subventionner son style de vie. » Le visage de ma mère est devenu cramoisi alors qu'elle élevait la voix pour que tout le monde l'entende. Style de vie. Ta sœur est en difficulté et tu es là, avec ton salaire de directrice marketing, à planifier un mariage extravagant alors qu'elle peut à peine s'acheter à manger. Ce n'est pas vrai, et tu le sais, ai-je protesté, sentant la chaleur monter à mes joues alors que tante Patricia regardait par-dessus le coin du mur, accompagnée de plusieurs cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Martine s'est tournée vers la salle à manger, s'adressant directement à notre public. Tout le monde devrait savoir que Camille gagne 78 000 € par an. 78 000. Et elle ne peut pas épargner 800 € par mois pour aider sa petite sœur à garder un toit au-dessus de sa tête. Des halètements se sont fait entendre de l'autre pièce. Ma grand-mère, Éléonore, s'est lentement levée de sa chaise, l'air préoccupé. Oncle Jacques a fouillé dans sa poche tandis que mon cousin adolescent, Bastien, tenait son téléphone, textant apparemment le drame à ses amis en temps réel. « Maman, s'il te plaît, ai-je supplié, mortifié que mon salaire soit maintenant de notoriété publique pour des membres de la famille élargie que je connaissais à peine. Ce n'est pas approprié. Pouvons-nous en discuter en privé ?» En privé, a finalement parlé Robert, sa voix grave portant cette nuance familière de déception. Tu veux de l'intimité alors que tu laisses ta sœur risquer de devenir sans abri pendant que tu dépenses des milliers d'euros en fleurs et en photographes de mariage. Émilie était assise au bout de la table, fixant l'écran de son téléphone avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Ses cheveux blonds tombaient en avant, cachant la majeure partie de son visage, mais j'ai remarqué ses ongles parfaitement manucurés tapotant rapidement sur son appareil. Un jean de créateur, un nouveau sac Longchamp à côté de sa chaise, des mèches fraîches qui avaient probablement coûté 200 €. Les signes de difficulté financière étaient notablement absents. « Je veux que tu transfères cet argent tout de suite », a exigé Martine, sortant son propre téléphone. 800 pour le loyer de novembre, plus 2 cents pour les charges. 1000 €, Camille. Ce n'est rien pour quelqu'un avec ton salaire. Maman, j'ai déjà donné 2400 € à Émilie rien que cette année. C'est en plus de mes prêts étudiants, des mensualités de ma voiture et de mes tentatives d'économiser pour un acompte sur une maison. Je ne suis pas une banque. La porte d'entrée s'est ouverte derrière moi et Nicolas est entré, portant un bouquet pour ma mère et une bouteille de vin pour le dîner. Son sourire chaleureux s'est instantanément effacé en voyant la scène. Moi, coincé près de la porte, mes parents me barrant le chemin, et une pièce pleine de parents nous regardant comme si nous étions dans une émission de télé-réalité. Que se passe-t-il ? A-t-il demandé doucement, venant se tenir à côté de moi. Camille refuse d'aider sa sœur, lui a annoncé Martine comme s'il était un juge venant d'entrer dans la salle d'audience. Peut-être que tu peux lui faire entendre raison sur les obligations familiales. La mâchoire de Nicolas s'est crispée. Il avait entendu assez d'histoires sur la dynamique financière de ma famille, mais c'était la première fois qu'il en était témoin directement. Je pense que Camille a été plus que généreuse avec Émilie. Il est peut-être temps qu'Émilie apprenne à gérer ses propres finances. Restant dehors de ça, a prévenu Robert, pointant un doigt épais vers mon fiancé. C'est une affaire de famille. En fait, oncle Jacques s'est soudainement levé, son visage habituellement jovial devenu sérieux. Je pense que tout le monde ici a besoin d'entendre quelque chose. Il a sorti son téléphone avec des mains tremblantes. Je suis resté silencieux trop longtemps, mais ça a assez duré.
J'ai enregistré les conversations lors de ces réunions de famille depuis 1 an parce que je soupçonnais que quelque chose n'allait pas. Le visage de Martine est devenu blême. Jacques, de quoi tu parles? De ça, a-t-il dit en appuyant sur play. La voix de ma mère a empli la pièce depuis un enregistrement. Émilie n'a pas besoin de s'inquiéter de trouver un meilleur travail. Camille paiera toujours. Elle est trop faible pour dire non si on lui met assez la pression. Continuez simplement à demander et elle finira par céder, comme toujours. La salle à manger a éclaté. Les fourchettes ont cliqueté contre les assiettes alors que les gens s'agitaient sur leur siège. La main de tante Patricia s'est portée à sa bouche. Grand-mère Éléonore a agrippé le bord de la table, ses jointures blanches. Comment oses-tu enregistrer des conversations privées? A hurlé Martine, mais Jacques a levé la main. Il y a plus. Il a continué à faire défiler jusqu'à un autre fichier. Cette fois, c'était la voix de Robert. On a bien dressé Camille. Elle paie pour Émilie depuis le lycée. Pourquoi ça s'arrêterait? Maintenant, Émilie sait comment jouer sur la culpabilité. Elle a des années de pratique. Mon estomac s'est noué. Les tartes que j'avais préparées avec amour ce matin me semblaient maintenant des offrandes à des gens qui ne me voyaient que comme un compte en banque sur pattes. La main de Nicolas a trouvé la mienne, la serrant doucement, mais je pouvais le sentir trembler de colère. Est-ce vrai, Émilie? La voix de grand-mère Éléonore a percé le chaos, nette et déçue. As-tu manipulé ta sœur? Émilie a finalement levé les yeux de son téléphone, et j'ai été choqué de voir non pas de la culpabilité, mais de l'irritation sur son visage. Ce n'est pas de la manipulation. Maman et papa ont dit que Camille voulait t'aider, que ça lui faisait du bien de me soutenir. Je n'ai jamais dit ça, ai-je protesté, ma voix se brisant. J'ai aidé parce que tu m'as dit que tu serais expulsé, que tu ne pouvais pas t'acheter à manger, que tu étais désespéré. Eh bien, tu n'as jamais pris la peine de vérifier si c'était vrai, a haussé les épaules Émilie, retournant à son téléphone comme si nous discutions de la météo au lieu d'années de tromperie. Nicolas s'est avancé, son calme professionnel se fissurant. Nous partons. Camille, prends ton manteau. Elle ne va nulle part, Robert s'est déplacé pour bloquer complètement la porte. Pas avant d'avoir transféré cet argent. Émilie en a besoin pour demain où elle est à la rue. Alors qu'elle soit à la rue, la voix de Nicolas s'est élevée. Peut-être que ça lui apprendra un peu de responsabilité. Martine s'est jetée en avant, m'attrapant le bras avec une force surprenante. Espèce de petite sorcière égoïste. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies, en abandonnant ta sœur. J'ai essayé de me dégager, mais ses ongles se sont enfoncés dans ma peau à travers mon pull. Maman, tu me fais mal. Tant mieux. Peut-être que la douleur t'apprendra ce que la déception fait ressentir. Oncle Jacques faisait toujours défiler son téléphone, son visage s'assombrissant. Martine, Robert, j'ai 17 enregistrements ici. 17 fois où vous avez discuté de la manière de culpabiliser Camille pour qu'elle paie des choses. Ce n'est pas du soutien familial. C'est de l'extorsion. De l'extorsion. Robert a lâché le cadre de la porte et s'est avancé vers son frère. Espèce de déchet moralisateur. Tu t'es assis à notre table pendant des années et maintenant tu nous fais ce coup-là. Il fallait bien que quelqu'un protège Camille, a rétorqué Jacques. Vous l'avez transformé en distributeur de billets pour la paresse d'Émilie. Bastien, mon cousin de 16 ans, a soudainement pris la parole depuis le coin où il filmait sur son téléphone. Tante Martine, c'est en direct. Genre 300 personnes regardent en ce moment. La couleur a quitté le visage de ma mère alors qu'elle relâchait mon bras. Des marques rouges restaient là où ses ongles avaient été. Éteins ça immédiatement. Je peux pas, a haussé les épaules Bastien avec une nonchalance adolescente. C'est en direct sur TikTok. Les gens le partagent déjà. Quelqu'un vient de commenter qu'il connaît Camille du travail. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Avec des mains tremblantes, je l'ai sorti pour voir un texto de mon patron. Camille, quelqu'un vient de m'envoyer une vidéo inquiétante. Es-tu en sécurité? As-tu besoin d'aide? La pièce a explosé dans le chaos. Martine hurlant à Bastien d'effacer la vidéo. Robert menaçant de poursuivre Jacques pour enregistrement illégal. Émilie, toujours en train de texter, apparemment inconsciente de la destruction qui l'entourait. Les parents choisissant leur camp, les voix s'élevant, les accusations fusant. Nicolas m'a fermement attrapé la main.
Nous partons, maintenant. Cette fois, lorsque nous nous sommes dirigés vers la porte, le chemin était libre. Tout le monde était trop occupé à se disputer pour nous arrêter. Alors que nous sortions dans la fraîche soirée de novembre, j'ai entendu la voix de grand-mère Éléonore s'élever au-dessus des autres. Assez. Cette famille est devenue un poison, et ça s'arrête ce soir. La dernière chose que j'ai vue avant que Nicolas ne me tire vers sa voiture, c'est Émilie levant enfin les yeux de son téléphone. Un étrange sourire jouait sur ses lèvres, comme si elle venait de gagner un jeu dont je ne savais même pas que nous jouions. Nicolas avait à peine démarré le moteur que mon téléphone a sonné. Le nom de grand-mère Éléonore clignotait sur l'écran. Contre les protestations de Nicolas, j'ai répondu. « Camille, ma chérie, s'il te plaît, reviens. » Sa voix tremblait. Ta mère fait une sorte de crise de nerfs. Elle jette des objets et crie à propos du direct. Nous devons résoudre ça en famille. Éléonore, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, a interjeté Nicolas. Mais je détachais déjà ma ceinture de sécurité. Malgré tout, le programme de culpabilité était profondément ancré. Si ma grand-mère avait besoin de moi, je ne pouvais pas simplement partir. 5 minutes, ai-je dit à Nicolas, juste pour m'assurer que grand-mère va bien. Rentrer dans cette maison, c'était comme entrer dans une zone de guerre. Des assiettes brisées gisaient sur le sol. La nappe de la salle à manger était de travers, de la sauce renversée sur le lin blanc. Mes tartes soigneusement préparées avaient été jetées par terre. La garniture à la pomme était éclaboussée sur le parquet. La voilà, m'a immédiatement repéré Martine. Tu vois ce que tu as fait? Tu vois comment tu as ruiné la Toussaint? J'ai ruiné ça? L'incrédulité a coloré ma voix. C'est toi qui as transformé le dîner en une séance d'humiliation publique. Bastien, tu enregistres toujours, a demandé quelqu'un. Et j'ai remarqué que mon jeune cousin avait de nouveau sorti son téléphone, le tenant bas près de sa hanche. Maman a dit de tout documenter pour l'assurance, a-t-il répondu. Au cas où quelqu'un casserait plus de choses. Robert est apparu de la cuisine, le visage violet de rage. Ta petite manigance est devenue virale. Martine reçoit des appels de son club de lecture. Mes amis du golf m'envoient des textos. Tu nous as humiliés devant toute la ville. Tant mieux, me suis-je surprise à dire, surprenant tout le monde, y compris moi-même. Peut-être que la honte publique vous apprendra ce que les conversations privées n'ont jamais pu faire. J'en ai fini d'être votre distributeur automatique personnel. Émilie peut se débrouiller pour son propre loyer. Tu en as fini, Harry Martine, mais c'était un son laid, dépourvu d'humour. Tu en as fini quand nous disons que tu en as fini. Tu nous dois tout, Camille. Nous t'avons élevé, nourri, vêtu. Ça s'appelle être parent, ai-je rétorqué. C'est littéralement le strict minimum requis par la loi. Je ne vous dois pas tout mon salaire parce que vous avez fait ce que vous étiez légalement obligé de faire. Émilie s'est finalement levée de sa chaise, son téléphone toujours à la main. Camille a raison, a-t-elle dit doucement, et la pièce est devenue silencieuse sous le choc. C'est allé trop loin. Pendant un instant, l'espoir a fleuri dans ma poitrine. Peut-être que ma sœur allait enfin prendre mon parti, enfin admettre la vérité. C'est pourquoi, a poursuivi Émilie, sa voix se raffermissant, je pense que nous devrions simplement couper les ponts avec Camille complètement. Elle est clairement trop égoïste pour faire partie de cette famille. Je me débrouillerai pour mon loyer sans elle. La trahison m'a frappé plus fort que n'importe quel coup physique aurait pu le faire. Ma propre sœur, que j'avais soutenue pendant des années, me jetait comme un déchet au moment où je cessais d'être utile. Espèce de petite manipula ai-je commencé, mais Martine m'a interrompu. N'ose pas parler à ta sœur de cette façon. Elle m'a arraché le téléphone des mains et l'a projeté à travers la pièce. Il a heurté le mur avec un craquement, l'écran se brisant. Tu as fait assez de dégâts avec ton égoïsme. C'est une agression, a dit fermement Nicolas depuis le seuil. J'appelle la police. Tu ne feras rien de tel, a grondé Robert, se dirigeant vers Nicolas les poings serrés. C'est une affaire de famille. Je me suis déplacé pour récupérer mon téléphone cassé, mais Martine m'a barré le chemin. Tu ne vas nulle part tant que tu ne t'excuses pas auprès d'Émilie et que tu ne transfères pas cet argent. Je ne lui donnerai pas un centime de plus, ai-je dit fermement, essayant de contourner ma mère. C'est alors que Robert m'a attrapé le bras, sa prise infiniment plus forte que celle de Martine. Écoute-moi, espèce de sale gosse ingrate. Tu feras ce qu'on te dit ou tu le regretteras.
Lâche-moi. J'ai essayé de libérer mon bras, mais ses doigts n'ont fait que se resserrer. Dans ma lutte pour m'échapper, j'ai bousculé Martine, qui m'a poussé violemment. J'ai trébuché en arrière, directement dans le vaisselier. Les portes vitrées ont tremblé, et j'ai entendu le craquement écœurant d'un coin d'étagère qui se brisait. Des plats ont dévalé, la porcelaine se fracassant autour de moi. Une douleur aiguë m'a transpercé la main alors qu'un morceau cassé me tailladait la paume. « Regarde ce que tu as fait maintenant », a hurlé Martine comme si je m'étais jeté dans le meuble exprès. La porcelaine de ma grand-mère. Tu l'as détruite. Le sang coulait de ma main sur le tapis blanc. La pièce a légèrement tourné. Que ce soit à cause du choc ou de l'impact, je n'en étais pas sûr. À travers le chaos, j'ai entendu la voix de Bastien. Putain. 12 000 personnes regardent maintenant. Quelqu'un vient de dire qu'il appelle les secours. Tante Patricia s'est frayé un chemin à travers la foule de parents. Sa formation d'infirmière prenant le dessus. Laisse-moi voir cette main, Camille. En examinant la coupure, son expression s'est assombrie. Elle a doucement relevé ma manche, révélant non seulement les marques rouges d'aujourd'hui, mais aussi des bleus plus anciens à divers stades de guérison, des marques que j'avais cachées pendant des mois. Cela ne date pas d'aujourd'hui, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde l'entende. Camille, depuis combien de temps ça dure? Depuis combien de temps te font-ils du mal physiquement? Ce n'est pas. Ils ne font pas ça d'habitude, ai-je balbutié, conditionné à protéger mes parents, même alors que le sang coulait de ma main. N'ose pas insinuer que nous maltraitons notre fille, a dit Robert. Mais Patricia a tenu bon. Je suis tenu au secret professionnel, mais aussi au signalement, a-t-elle annoncé. Ce que je vois ici est une preuve claire de violence physique continue. J'appelle les services de protection des adultes et la police. Tu exagères, a insisté Martine, mais sa voix avait perdu un peu de son assurance. Camille a toujours été maladroite. Dis-leur, Camille. Dis-leur comment tu te cognes toujours partout. Avant que je puisse répondre, la voix d'Émilie a fendu la tension comme un couteau. En fait, il y a quelque chose que tout le monde devrait savoir. La pièce s'est tournée vers elle, et elle a brandi son téléphone avec un étrange sourire. J'ai enregistré, moi aussi. Pas seulement ce soir, mais depuis des mois. Et Camille n'est pas maladroite. J'ai une vidéo de papa qui la pousse à Noël dernier. De maman qui la gifle à Pâques. Les bleus ne sont pas des accidents. Mon sang s'est glacé. Émilie, pourquoi n'as-tu pas? Parce que, a-t-elle dit simplement, je constituais un dossier. Tu vois, je n'ai pas vraiment besoin d'argent pour le loyer. Je n'en ai pas besoin depuis plus d'1 an. La confession est restée en suspens dans l'air comme une présence physique. La bouche de Martine s'est ouverte et fermée sans un son. La prise de Robert sur mon bras s'est desserrée sous le choc. De quoi tu parles? Elle chuchotait, berçant ma main blessée. Le sourire d'Émilie s'est élargi. J'ai été promue développeuse senior dans ma start-up il y a 14 mois. Mon salaire est en fait plus élevé que le tien, Camille. 92 000 € par an plus des stocks options. La pièce a de nouveau éclaté, mais cette fois, la colère n'était pas dirigée contre moi. Les parents se sont retournés les uns contre les autres, criant des accusations et des dénégations. À travers tout cela, Émilie a continué calmement, j'ai économisé chaque centime que Camille m'a donné. 24 000 € cette année seulement, plus les 36 000 des 2 années précédentes. Tout est sur un compte d'épargne à haut rendement. Je prévoyais d'acheter une maison l'année prochaine. Tu as menti à ta sœur pendant 3 ans. La voix de grand-mère Éléonore tremblait de fureur. Prenant de l'argent dont tu n'avais pas besoin pendant qu'elle luttait. Émilie a haussé les épaules, cette nonchalance exaspérante toujours en place. Maman et papa m'ont dit de le faire. Ils ont dit que ça apprenait à Camille la responsabilité. En plus, ils prenaient une commission. Vous ne vous êtes pas demandé comment ils ont pu se payer cette croisière au printemps dernier? J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. La pièce a basculé et Nicolas était soudainement là, son bras autour de ma taille, me tenant fermement. Nous partons, a-t-il dit fermement. Et cette fois, quiconque essaiera de nous arrêter aura affaire à des accusations d'agression. Comme par hasard, des sirènes ont retenti au loin, se rapprochant. Quelqu'un avait en effet appelé les secours. Le direct de Bastien m'avait probablement sauvé de pires blessures. Patricia a fini d'envelopper ma main avec des serviettes en tissu.
Tu as besoin de points de suture, a-t-elle dit doucement. Et Camille, tu dois porter plainte. Ça va bien au-delà d'un dysfonctionnement familial. C'est criminel. Alors que Nicolas me conduisait vers la porte, Émilie a appelé une dernière fois, Camille, attends. J'ai toutes les preuves, vidéos, enregistrements, relevés bancaires montrant les transferts d'argent. Je te donnerai tout pour ton dossier. Je me suis retourné pour regarder ma sœur, cherchant le moindre signe de remords sur son visage. Pourquoi, Émilie? Pourquoi recueillir des preuves, mais laisser faire pendant des années? Son expression s'est finalement fissurée, montrant quelque chose de brut en dessous. Parce que j'avais peur qu'il se retourne contre moi ensuite. Tant que tu étais la cible, j'étais en sécurité. Je suis désolé, Camille. Je suis tellement désolé. Les excuses ne signifiaient rien. Pas alors que je saignais, couverte de bleu, et publiquement humiliée. Pas alors qu'elle m'avait regardé me sacrifier et lutter tout en étant assise sur une fortune que je lui avais donnée. Garde tes preuves et tes excuses, lui ai-je dit alors que les voitures de police arrivaient à l'extérieur. Je ne veux plus jamais revoir aucun d'entre vous. La dernière image gravée dans ma mémoire alors que nous partions était celle de trois, debout au milieu des débris du repas de la Toussaint. Martine pleurant sur sa réputation ruinée. Robert fanfaronnant à propos de procès et Émilie agrippant son téléphone comme une bouée de sauvetage. Réalisant enfin qu'en gagnant son jeu tordu, elle avait perdu la seule personne qu'il avait jamais vraiment aimée inconditionnellement. Les toilettes de l'hôpital contrastaient vivement avec le chaos que j'avais laissé derrière moi. Carrelage blanc, néon, l'odeur âcre de l'antiseptique. J'étais assise sur le couvercle des toilettes, étudiant la rangée nette de points de suture sur ma paume en attendant que la police finisse de prendre la déposition de Nicolas. Un léger coup à la porte a interrompu ma contemplation hébétée. Camille, c'est grand-mère Éléonore. Puis-je entrer? J'ai déverrouillé la porte pour trouver ma grand-mère faisant chacun de ses 78 ans. La fermeté habituelle de sa colonne vertébrale semblait s'être dissipée, la laissant en quelque sorte plus petite, plus fragile. « Oh, ma chérie » a-t-elle dit doucement, prenant ma main bandée. « Je suis tellement désolé. J'aurais dû parler il y a des années. »« Que veux-tu dire » ai-je demandé, bien qu'une partie de moi le sût déjà. Éléonore a soupiré, s'appuyant lourdement contre le lavabo. « Ta mère a appris ce comportement quelque part, n'est-ce pas? Je dois te dire quelque chose que j'ai gardé secret pendant 40 ans. » Elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti une photo délavée. Deux jeunes femmes souriaient à l'appareil photo, clairement des sœurs avec le même nez et le même menton. L'une était manifestement une Martine plus jeune. L'autre, je ne la reconnaissais pas, c'est ta tante Catherine, a expliqué Éléonore. La sœur aînée de Martine. Tu ne l'as jamais rencontrée parce que Martine a complètement coupé les ponts avec elle en 1984. J'ai une tante. Pourquoi maman ne l'a-t-elle jamais mentionnée? Ah. Parce que Catherine a finalement cessé de cautionner la cupidité de Martine. La voix d'Éléonore est devenue amère. Ta mère a fait à Catherine exactement ce qu'elle t'a fait. L'a forcée à payer pour les études de Martine, sa première voiture, son mariage. Catherine cumulait 3 emplois pendant que Martine faisait la fête à l'université, toujours avec une histoire larmoyante sur son besoin d'aide. Mon téléphone a vibré avec un appel entrant. L'écran était fissuré, mais encore assez fonctionnel pour voir le nom de mon patron. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, pas prête à expliquer pourquoi des vidéos de la débâcle de notre repas familial étaient en tendance sur les réseaux sociaux. Éléonore a continué, Catherine a tout payé jusqu'à ce qu'elle se fiance à son tour. Quand elle a essayé d'économiser pour son propre mariage, Martine l'a accusée d'être égoïste, d'abandonner la famille. Les culpabilisations, l'humiliation publique, même les altercations physiques. L'histoire se répète. Qu'est-il arrivé à Catherine, ai-je demandé, bien que je puisse le deviner. Elle a déménagé en Bretagne, a changé son numéro de téléphone et n'a jamais regardé en arrière. Martine a dit à tout le monde que Catherine était morte pour elle. Et finalement, la famille a juste oublié qu'elle existait. Mais je n'ai pas oublié. J'ai envoyé des cartes de Noël chaque année, la tenant au courant de la famille qu'elle avait laissée derrière elle. Un nouveau coup à la porte nous a interrompus. Bastien a passé la tête, l'air inhabituellement sérieux pour un adolescent. Camille, tu dois voir ça. Le direct. C'est partout. Il m'a tendu son téléphone, me montrant le nombre de vues, 200 000 et ça continuait de grimper. Les commentaires défilaient trop vite pour être lus,
mais j'ai aperçu des bribes. Famille toxique. Abus financiers. Appelez la police. Camille mérite mieux. Il y a plus, a dit nerveusement Bastien. Les gens ont trouvé le Facebook de maman. Elle publie des choses sur toi depuis des années. Des trucs vraiment méchants. Avec des doigts tremblants, j'ai pris son téléphone et j'ai cherché le profil de ma mère. Des publications à n'en plus finir remplissaient l'écran, remontant à des années. Martine me dépeignait comme une fille ingrate qui refusait d'aider sa famille, une carriériste égoïste qui valorisait l'argent plus que les relations. Mais le pire, c'étaient les plus récentes, affirmant que j'avais des problèmes de toxicomanie. C'est pourquoi il devait donner mon argent à Émilie à la place. 300 commentaires sur celui-ci, m'a montré Bastien. Toutes ses amies de l'église et du club de lecture disant à quel point ça devait être dur d'avoir une fille toxicomane, mais maintenant elle voit le direct et réalise qu'elle a menti. Mon estomac s'est retourné. Depuis combien de temps raconte-t-elle aux gens que je suis toxicomane? Au moins 2 ans, a admis Éléonore. J'ai essayé de te défendre, mais Martine avait toujours une autre histoire, une autre preuve. Elle a même dit aux gens que c'était pour ça que Nicolas restait avec toi, parce qu'il entretenait ta supposée addiction. Nicolas est apparu sur le seuil, le visage sombre. La police veut te parler maintenant. Mais Camille, il y a autre chose. Ma sœur vient d'appeler. Elle est assistante juridique, tu te souviens? Elle a fait des recherches après avoir vu la vidéo. Il a fait une pause, clairement réticent à ajouter plus de douleur à une journée déjà dévastatrice. Tes parents te déclarent comme personne à charge sur leurs impôts. Depuis 5 ans, alors que tu vivais seul, payant tes propres factures, ils obtenaient des allègements fiscaux en mentant au fisc. Les coups durs n'arrêtaient pas de pleuvoir. Fraude financière en plus de l'agression, des années de mensonges sur des mensonges. Mais autre chose s'est mise en place, un souvenir de plus tôt. Bastien, ai-je dit lentement. Tu as dit que le direct montrait maman postant des choses sur moi. Peux-tu vérifier s'il y a des publications sur Émilie ayant besoin d'argent pour le loyer? Il a fait défiler son téléphone puis a secoué la tête. Rien. Beaucoup de publications se vantant de la réussite d'Émilie. En fait, des photos de restaurants chers, de ses vacances à Marrakech le mois dernier, de la nouvelle voiture qu'elle a achetée. Elle est allée à Marrakech, je me sentais anesthésié, alors que je mangeais des nouilles instantanées pour payer son prétendu loyer. Camille. Une autre voix a rejoint notre congrégation des toilettes. Patricia s'est faufilée devant Nicolas, toujours dans ses vêtements de dîner, mais avec un air professionnel. J'ai été au téléphone avec des collègues. En tant qu'infirmière, j'ai déjà vu ce schéma. L'abus financier dégénère souvent en violence physique, exactement comme ce qui s'est passé ce soir. Elle a sorti son propre téléphone, me montrant des captures d'écran. J'ai documenté des choses, moi aussi, mais j'ai été lâche. J'aurais dû le signaler plus tôt. Celles-ci proviennent de réunions de famille au cours des 3 dernières années. Des bleus que tu as essayé de cacher. Des coupures que tu as expliquées, cette fois où tu avais un œil au beurre noir à Noël. J'ai dit à tout le monde que j'étais rentré dans une porte, ai-je murmuré. Et nous avons tous fait semblant de le croire, la voix de Patricia s'est brisée. Camille, je suis tellement désolé. Nous t'avons toutes laissé tomber. Mais je ne te laisserai plus tomber. Je dépose un rapport officiel auprès des services de protection des adultes et je témoignerai de tout ce que j'ai vu. Mon téléphone fissuré a de nouveau sonné. Cette fois, c'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Camille, c'est Madame Dubois, votre professeur de français du lycée. Je viens de voir la vidéo. Ma chérie, ça fait 15 ans que j'attends de dire à quelqu'un ce que je soupçonnais à l'époque. Ma gorge s'est serrée. Madame Dubois avait été mon professeur préféré, celle qui m'avait encouragé à postuler pour des bourses d'études, à rêver plus grand que ma petite ville. Vos parents sont venus me voir quand vous avez remporté cette bourse d'excellence, a-t-elle continué. Ils voulaient que je vous convainque de la refuser, de rester à la maison et de travailler pour soutenir Émilie à la place. Quand j'ai refusé, ils ont menacé de me poursuivre pour relations inappropriées avec des élèves. C'était des mensonges, mais j'étais jeune et j'avais peur. Je me suis tu, mais j'ai gardé tous les emails, toutes les menaces. Si vous en avez besoin comme preuve, ils sont à vous. Les toilettes devenaient bondées maintenant. 5 personnes entassées dans un espace conçu pour une seule. Mais d'une manière ou d'une autre,
je ne me sentais pas piégé comme je l'avais été au dîner. Ces personnes étaient là pour me soutenir, pas pour me détruire. Il y a encore une chose, a dit doucement Éléonore. Catherine ne vit pas seulement en Bretagne. Elle s'épanouit. C'est une magistrate maintenant, mariée à un homme merveilleux, 2 enfants à l'université. Elle s'est construit une vie magnifique après avoir coupé les ponts avec Martine. Une magistrate, ai-je répété, l'espoir naissant pour la première fois de la soirée. Une magistrate spécialisée en droit de la famille et en délits financiers, a souri tristement Éléonore. Elle a suivi ta carrière grâce à mes nouvelles. Elle a toujours demandé de tes nouvelles, aurait souhaité pouvoir t'avertir, mais Martine a menacé de détruire sa réputation si elle te contactait un jour. Nicolas a vérifié sa montre. Camille, l'inspecteur attend. Mais je pense que nous devrions d'abord appeler ma sœur. Faire venir un avocat ici avant que tu ne fasses de déclaration. Alors que nous nous préparions à quitter le petit sanctuaire des toilettes, Bastien s'est éclairci la gorge. Camille, le direct continue. Les gens font des dons à quelque chose appelé le Fonds pour la liberté de Camille. Quelqu'un nommé Catherine vient de donner 5000 € avec un message. Il a levé le téléphone pour que je puisse lire, pour ma nièce qui est plus courageuse que je ne l'ai jamais été. Brise le cycle, tante les larmes sont finalement venues alors, pas de douleur ou de trahison, mais de reconnaissance. Je n'étais pas seul. Je n'avais jamais été seul. La famille dans laquelle j'étais née était peut-être un poison, mais la famille que j'avais choisie et la famille qui m'avait été cachée étaient prêtes à se battre à mes côtés. Allons-y, a dit doucement Nicolas, passant son bras autour de moi. Allons tout raconter à la police, et ensuite nous nous assurons que tes parents ne te feront plus jamais de mal, à toi ou à qui que ce soit d'autre. Alors que nous marchions vers la salle d'interrogatoire, mon téléphone a vibré avec un dernier texto. Émilie. Camille, je sais que tu me détestes, mais vérifie ton compte en banque. J'ai retransféré les 60 000 €. Chaque centime, plus les intérêts. Ça ne répare rien, mais c'est à toi. Je vais témoigner contre eux. Ils nous ont détruits toutes les deux. Je n'ai pas répondu. L'argent ne pouvait pas guérir les blessures ni restaurer la confiance. Mais peut-être, juste peut-être, pouvait-il m'acheter la liberté de construire enfin une vie sans manipulation, sans culpabilité, sans violence. Une vie où l'amour n'avait pas de prix. L'inspectrice s'est levée à notre entrée, son expression professionnelle mais bienveillante. Mademoiselle Dubois, je crois comprendre que vous avez une sacrée histoire à raconter. Nous avons toute la nuit et je suis là pour écouter chaque mot. Je me suis assise, entourée d'une famille choisie et de nouveaux alliés, et j'ai commencé à dire ma vérité pour la première fois en 28 ans. 2 heures après le début de mon interrogatoire par la police, Nicolas a fait irruption avec des renforts. Derrière lui se tenait Mélissa, ma meilleure amie depuis l'université et maintenant une avocate redoutable, toujours dans son tailleur pantalon de tribunal. 2 officiers en uniforme les flanquaient, l'air sérieux. Désolé d'interrompre, inspectrice Morrison, a dit Mélissa d'un ton sec, posant sa mallette sur la table. Je suis Mélissa Chang, l'avocate de mademoiselle Dubois. J'ai besoin d'un moment avec ma cliente et ses officiers ont de nouvelles informations pertinentes pour l'affaire. L'inspectrice Morrison a acquiescé, rassemblant ses notes. Nous prenons une pause de 15 minutes. Officier, vous pouvez me briefer à l'extérieur. Dès que la porte s'est refermée, Mélissa est passée de l'avocate professionnelle à l'amie inquiète. Camille, ça va? J'ai vu le direct et je suis venu directement ici. Nicolas m'a mise au courant en chemin j'ai commencé à dire bien, puis je me suis arrêté. Non, je ne vais pas bien, mais ça ira. Bien, l'honnêteté est préférable. Elle a sorti son ordinateur portable, ses doigts volant sur le clavier. J'ai fait des recherches pendant le trajet. Tes parents ont laissé une sacrée trace écrite. Nicolas m'a donné accès à tes comptes, et Camille, ils te volent depuis des années. Que veux-tu dire? Bien qu'après les révélations de ce soir, plus rien ne devrait me surprendre. Mélissa a tourné son écran vers moi. Des cartes de crédit à ton nom que tu n'as jamais ouvertes. Les factures de services publics de leur maison sous ton numéro de sécurité sociale. Ils ont accumulé des dettes à ton nom tout en gardant leur propre crédit impeccable. Usurpation d'identité classique. Nicolas arpentait la petite pièce. Son calme habituel se fissurait. Je savais qu'ils étaient toxiques, mais ça. C'est criminel à tellement de niveaux. C'est pire encore, a continué Mélissa, affichant d'autres documents.
J'ai trouvé des demandes de prêt. Ils ont essayé d'obtenir un prêt hypothécaire en utilisant un acte de propriété falsifié pour ton appartement. La banque l'a signalé comme suspect, c'est la seule raison pour laquelle ça n'a pas abouti. Mes mains tremblaient en traitant cette information. Ils ont essayé de voler ma maison. Tentative de vol qualifié, usurpation d'identité, fraude, et ce ne sont que les délits financiers, a catalogué Mélissa. Combiné à l'agression de ce soir et aux preuves de violence physique continue, nous envisageons une peine de prison sérieuse. On a frappé à la porte. L'inspectrice Morrison est revenue avec les autres officiers et une femme en tailleur qui s'est présentée comme une représentante des services de protection des adultes. Mademoiselle Dubois, nous avons enquêté sur le direct et les nombreux signalements reçus ce soir, a commencé la représentante. Nous avons également reçu des documents historiques de Patricia Guan et Jacques Dubois soutenant des schémas de maltraitance remontant à des années. De plus, a ajouté l'un des officiers, nous avons été contactés par une magistrate, Catherine Williams, de Bretagne. Elle a soumis une déclaration sous serment concernant des abus similaires qu'elle a subis de la part de Martine Dubois il y a 40 ans, établissant un schéma de comportement. Tante Catherine, même à 3000 km de distance, se battait pour moi. Nous devons vous interroger sur votre sœur, a dit prudemment l'inspectrice Morrison. La vidéo la montre admettant avoir participé à la fraude financière. Souhaitez-vous porter plainte contre Émilie également? Avant que je puisse répondre, le téléphone de Mélissa a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil et ses sourcils se sont haussés. Camille, Émilie est ici. Elle veut te parler. Elle dit qu'elle a des preuves. Je ne veux pas la voir, ai-je dit immédiatement. Elle est avec quelqu'un, a ajouté Mélissa. Une thérapeute nommée Dr Sarah Winters qui dit qu'elle traite Émilie pour un traumatisme lié à la maltraitance parentale. Ça m'a arrêté net. Émilie en thérapie. Émilie admettant un traumatisme. 5 minutes, ai-je finalement accepté. Mais vous restez tous. Quand Émilie est entrée, elle ne ressemblait en rien à la sœur désinvolte absorbée par son téléphone du dîner. Son visage était marbré de larmes. Ses vêtements de créateur froissés. La thérapeute à ses côtés, une femme d'âge mûr aux yeux bienveillants, gardait une main de soutien sur son épaule. Camille, a commencé Émilie, puis s'est arrêtée, semblant lutter pour trouver ses mots. Je sais que tu me détestes. Tu devrais. J'ai été horrible. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Tu as 4 minutes, ai-je dit froidement. Le docteur Winters a pris la parole. Avec la permission d'Émilie, j'aimerais fournir un contexte. Je la traite depuis 2 ans pour un TSPT complexe lié à la manipulation parentale et au contrôle coercitif. Il me contrôle depuis que j'ai 12 ans, a dit Émilie, sa voix à peine plus qu'un murmure. Quand tu es parti à l'université, ils m'ont dit que tu nous avais abandonnés, que tu étais égoïste et que tu n'aiderais que s'il t'y forçait. Ils surveillaient chaque appel, chaque texto. Si j'essayais de te dire la vérité, Elle a retroussé sa manche, révélant de vieilles cicatrices que je n'avais jamais remarquées. Ils avaient des méthodes différentes pour chacune de nous. Toi, tu avais la culpabilité et l'intimidation physique. Moi, j'avais l'isolement et d'autres choses. Ma colère n'a pas disparu, mais elle a changé de cible. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit quand tu as eu le poste? Quand tu es devenue financièrement indépendante? Parce qu'ils ont menacé de parler de mon trouble alimentaire à mon petit ami, d'appeler mon lieu de travail et de dire que j'étais instable. Ils avaient accès à mes dossiers médicaux de quand j'étais mineur. Ils s'en sont servis constamment contre moi. Émilie a sorti un dossier épais. Mais j'ai tout documenté, chaque menace, chaque transaction forcée, chaque fois qu'ils m'ont fait te mentir. Elle a posé le dossier sur la table. Des relevés bancaires montrant qu'ils prenaient 40% de chaque paiement que tu envoyais. Des enregistrements de m'entraînant sur ce qu'il fallait dire pour te faire sentir coupable. Des dossiers médicaux de quand ils me privaient de nourriture pour déclencher mon trouble si je n'obéissais pas. Émilie a aussi ça, a ajouté le docteur Winters, produisant un autre document. Une confession signée du comptable de vos parents, admettant qu'il les a aidés à remplir des déclarations de revenus frauduleuses en déclarant les 2 filles comme personnes à charge tout en leur percevant un loyer. Mélissa a immédiatement commencé à photographier les documents. C'est suffisant pour les enterrer. Camille, avec le témoignage et les preuves d'Émilie, nous envisageons maintenant des accusations au niveau national. La fraude fiscale est du ressort du fisc. Je sais que ça ne répare pas ce que j'ai fait, a dit Émilie, des larmes coulant sur son visage.
J'ai choisi de me protéger au lieu de t'avertir. J'ai été lâche, mais je veux arranger les choses. Je témoignerai. Je te rendrai chaque centime. Je ferai tout ce qu'il faudra. L'inspectrice Morrison avait tranquillement pris des notes. Mesdemoiselles Dubois, je dois vous demander, y a-t-il d'autres victimes, d'autres membres de la famille qui auraient pu être ciblés? Émilie et moi avons échangé un regard. Notre cousine Jessica, ai-je dit lentement. Elle a coupé les ponts il y a 3 ans après une dispute d'argent. Et notre tante Diane, a ajouté Émilie, la plus jeune sœur de maman. Elle est censée avoir déménagé en Floride, mais personne n'a son adresse. Nous allons enquêter sur les deux, nous a assuré l'inspectrice. Cela semble être un schéma s'étendant sur des décennies et touchant plusieurs victimes. Un autre coup à la porte. Un officier a passé la tête. Inspectrice, nous avons une situation. Robert et Martine Dubois sont ici et demandent à voir leur fille. Ils font une scène dans le hall. Ils sont aussi en direct, a ajouté l'officier, prétendant la brutalité policière et la détention arbitraire. Leur avocat est avec eux. Mélissa a reniflé. Laissez-les diffuser. Ils ne font que créer plus de preuves. Elle s'est tournée vers nous. Aucune de vous n'est obligée de les voir. En fait, je le déconseille fortement. Mais Émilie s'est redressée, quelque chose se durcissant dans son expression. Non, je veux les affronter. Camille, tu n'es pas obligée de venir. Mais j'ai besoin de leur dire en face que j'en ai fini d'être leur arme contre toi. Si tu y vas, j'y vais, me suis-je entendu dire. Pas par obligation cette fois, mais par solidarité. Quoi qu'il se soit passé entre nous, Émilie et moi étions toutes les deux victimes des mêmes prédateurs. Nous irons tous, a dit fermement Nicolas, en toute sécurité, avec une escorte policière et tout enregistré officiellement cette fois. Alors que nous nous préparions à affronter nos parents une dernière fois, Émilie a glissé sa main dans la mienne. Pour la première fois depuis que nous étions enfants, avant que la manipulation et les mensonges ne prennent racine, nous étions de nouveau sœurs. Brisées, en voie de guérison, mais unies contre la menace commune qui nous avait presque détruites toutes les deux. Ensemble, a-t-elle murmuré. Ensemble, ai-je confirmé, serrant sa main malgré les points de suture qui tiraient sur ma paume. Avec notre famille choisie derrière nous et la loi de notre côté, nous avons marché vers ce qui serait soit la dernière tentative de contrôle de nos parents, soit le moment où nous nous libérerions enfin. Quoi qu'il en soit, nous n'y ferions pas face seuls. Le hall du commissariat ressemblait plus à un cirque qu'à un lieu d'application de la loi. Martine se tenait au centre, le téléphone brandi, narrant à son public de Facebook Live sa persécution injuste. Robert la flanquait, le visage violet de rage, tandis qu'un homme à l'air nerveux dans un costume bon marché serrait une mallette. Les voilà. La voix de Martine est devenue stridente en nous voyant émerger avec notre escorte policière. Nos filles que nous avons élevées avec amour, essayant maintenant de nous détruire avec des mensonges. Dis-leur, Émilie. Dis-leur que nous n'avons jamais levé la main sur vous. Émilie s'est avancée et j'ai vu la confiance de nos parents vaciller. Ils s'attendaient à me voir seule, pas les deux filles unies. Je vais leur dire la vérité, a dit clairement Émilie, s'adressant non seulement à nos parents, mais aussi à leur public en direct. Comment vous m'avez fait mentir à Camille pour de l'argent? Comment vous avez menacé de déclencher mon trouble alimentaire si je n'obéissais pas? Comment vous avez volé 40% de chaque paiement qui m'était destiné? On lui a lavé le cerveau, a crié Martine à son téléphone. La thérapeute lui a rempli la tête de faux souvenirs. Alors expliquez ça. Émilie a levé son téléphone, lançant un enregistrement. La voix de Martine a rempli le hall. Dis à Camille que ton électricité a été coupée. Pleure si tu dois le faire. Elle tombe toujours dans le panneau des larmes. Et souviens-toi, 40% nous reviennent où j'appelle ton patron pour lui parler de tes antécédents de santé mentale. L'avocat a tenté d'attraper le téléphone d'Émilie, mais l'officier Chen s'est interposé. Monsieur, je vous déconseille tout geste agressif. Éteignez cet enregistrement, a exigé Robert. C'est illégal. Nous n'avons pas consenti. En France, la loi autorise l'enregistrement si l'on participe à la conversation, a interjeté doucement Mélissa. Émilie a légalement enregistré les conversations dont elle faisait partie. Tout comme Jacques a légalement enregistré les conversations du repas auquel il participait. Les commentaires du direct de Martine défilaient rapidement. Même de là où je me tenais, je pouvais voir le vent tourner. OMG,
ils sont coupables. Ces pauvres filles. Martine, tu es un monstre. De plus, a continué Mélissa, sortant sa tablette. Nous avons découvert des dossiers financiers intéressants. Monsieur et Madame Dubois, saviez-vous que le fisc offre des récompenses pour le signalement de la fraude fiscale? Parce que vous avez déclaré vos 2 filles adultes comme personnes à charge tout en leur percevant un loyer. La couleur a quitté le visage de Robert. Leur avocat bon marché lui a murmuré quelque chose d'urgent à l'oreille. Et il y a l'usurpation d'identité, a ajouté Mélissa d'un ton conversationnel, comme si elle discutait de la météo. Carte de crédit, compte de service public, tentative de fraude hypothécaire, tous des crimes, soit dit en passant. Nous sommes leurs parents, la voix de Martine s'est brisée. Nous avons des droits. Non, ai-je dit pour la première fois, me tenant à côté d'Émilie. Vous avez des crimes. Des années de crimes. Et nous avons des preuves. L'inspectrice Morrison nous a rejoints, tenant une tablette. Monsieur et Madame Dubois, je vous place tous les 2 en état d'arrestation pour agression, usurpation d'identité et fraude. Vous avez le droit de garder le silence. C'est de la persécution, a crié Martine alors que les officiers s'approchaient avec des menottes. Nous sommes de bons chrétiens. Dites-leur, pasteur Michel, dites-leur. Elle a fait de grands gestes vers l'écran de son téléphone, mais les commentaires continuaient d'affluer. Les chrétiens ne volent pas leurs enfants. Honte à vous 2. Ces filles méritent la justice. Alors que les officiers menottaient Robert, il s'est tourné vers moi avec une haine pure. Espèce de gosse ingrate. Tout ce que nous avons fait, c'était pour cette famille. Tu nous as détruits. Non, ai-je répondu calmement. Vous vous êtes détruits vous-même. Nous vous tenons juste enfin pour responsables. Les heures suivantes se sont confondues. Procédure d'arrestation, d'autres preuves soumises. Mélissa se coordonnant avec les procureurs. Nicolas n'a jamais quitté mon côté. Sa présence constante m'ancrant dans le chaos. Vers 3 heures du matin, nous étions assis dans le bureau de Mélissa, l'adrénaline s'estompant enfin. Émilie était recroquevillée dans un fauteuil, paraissant plus jeune que ses 25 ans. Les 60 000 € étaient en effet apparus sur mon compte, plus les intérêts. Le procureur est confiant, a rapporté Mélissa, revenant d'un appel téléphonique. Avec les preuves du direct, les enregistrements, la documentation financière et vos 2 témoignages, il risque une peine sérieuse. La division criminelle du fisc est également intéressée. Qu'est-ce qui se passe maintenant, a demandé doucement Émilie. Maintenant, nous montons le dossier, a expliqué Mélissa. La phase d'instruction révélera probablement plus de victimes, plus de fraude. Le château de cartes de vos parents s'effondre. Le téléphone de Nicolas a vibré. Il y a jeté un coup d'œil et a souri. Camille, ta tante Catherine vient d'envoyer un email. Elle arrive de Bretagne pour vous soutenir toutes les 2. Elle vous a également mis en contact avec un défenseur des droits des victimes spécialisé dans l'abus financier familial. J'ai reçu des messages toute la nuit, a dit Émilie, faisant défiler son téléphone. D'autres parents, des amis de la famille, des gens qui se doutaient de quelque chose mais n'ont jamais parlé. La cousine Jessica veut témoigner. Elle dit qu'ils lui ont fait la même chose. Au cours des semaines suivantes, l'affaire s'est étendue comme des ondulations dans un étang. L'expert comptable engagé par Mélissa a découvert une décennie de fraude. Nos parents n'avaient pas seulement volé à nous, mais aussi à ma grand-mère, Éléonore, en falsifiant sa signature sur des chèques. Ils avaient pris des cartes de crédit au nom d'autres parents. Le vol total dépassait les 200 000 €. La date du procès a été fixée à 3 mois plus tard. Nos parents, incapables de payer la caution après le gel de leurs actifs, attendaient en prison. Leur avocat a tenté à plusieurs reprises de négocier un accord de plaider coupable, mais le procureur, armé de preuves accablantes, a refusé toute peine inférieure à une peine de prison significative. Pendant ce temps, Émilie et moi avons commencé le dur travail de guérison. Nous avons suivi une thérapie ensemble, déballant des années de manipulation. J'ai appris les différentes manières dont nos parents l'avaient contrôlé, la négligence médicale, les menaces, l'isolement qui faisait paraître mes culpabilisations presque bénignes en comparaison. Ils m'ont dit que tu me détestais, a avoué Émilie lors d'une séance. Que tu n'aidais que parce qu'ils t'y forçaient. Je pensais me protéger en prenant l'argent, mais je ne faisais que perpétuer le cycle. Nous avons également pris contact avec tante Catherine, qui est venue comme promis. La rencontrer,
c'était comme regarder un futur alternatif, voir qui nous pourrions devenir, libérés de l'influence de nos parents. Elle a partagé sa propre histoire de fuite et de reconstruction, offrant l'espoir que la guérison était possible. La première année est la plus difficile, nous a-t-elle dit autour d'un café. Vous douterez de vous-même, vous vous demanderez si vous êtes les méchantes qu'ils ont dépeintes, mais ensuite vous réaliserez la paix qui vient de vivre sans manipulation. Ça vaut chaque moment de lutte. L'audience préliminaire est arrivée un matin gris de février. Émilie et moi étions assises ensemble dans la salle d'audience, entourés de sympathisants. Nicolas à ma droite, Mélissa à ma gauche, le docteur Winters à côté d'Émilie, tante Catherine et grand-mère Éléonore dans la rangée derrière nous. Même Madame Dubois était venue, prête à témoigner sur les menaces d'il y a des années. Nos parents sont entrés en combinaison orange, menottés, paraissant plus petits que dans mon souvenir. Les cheveux parfaitement coiffés de Martine avaient disparu, remplacés par des racines grises et une queue de cheval désordonnée. La prestance imposante de Robert s'était dégonflée, laissant un vieil homme amer. Lorsque le juge a lu les charges, la liste semblait interminable. 23 chefs d'accusation de fraude, 18 chefs d'accusation d'usurpation d'identité, agression, évasion fiscale, maltraitance de personnes âgées pour ce qu'ils avaient fait à grand-mère Éléonore. Comment plaidez-vous, a demandé le juge. Leur nouvel avocat, apparemment le seul prêt à prendre leur cas, s'est levé. Non coupable sur tous les chefs d'accusation, votre honneur. Mes clients sont victimes d'enfants ingrats qui. Avocat, a interrompu le juge, gardez ça pour le procès. Compte tenu du risque de fuite et des preuves présentées, la libération sous caution est refusée. Martine a poussé un cri qui a résonné dans la salle d'audience. C'est injuste. Nous sommes leurs parents. Nous avons des droits. Alors qu'ils étaient emmenés, Robert s'est retourné une dernière fois. Ses yeux ont rencontré les miens à travers la salle d'audience, et j'ai attendu que la culpabilité familière monte. Au lieu de cela, je n'ai ressenti que de la détermination. Ils avaient fait leur choix pendant des décennies. Maintenant, ils en subiraient les conséquences. Devant le palais de justice, des journalistes attendaient. J'avais préparé une déclaration avec l'aide de Mélissa, mais Émilie s'est avancée la première. Nos parents ont volé plus que de l'argent, a-t-elle dit clairement. Ils ont volé notre confiance, notre relation de sœurs et des années de nos vies. Mais ils n'ont pas volé notre avenir. Nous le récupérons maintenant. Le procès lui-même viendrait plus tard, avec plus de preuves, plus de témoignages, plus de vérités douloureuses. Mais debout là, dans le froid de février, entouré de gens qui nous aimaient vraiment, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. La liberté. L'abus financier avait pris fin. L'intimidation physique était terminée. Les culpabilisations avaient perdu leur pouvoir. Émilie et moi avions un long chemin à parcourir pour guérir complètement notre relation, mais nous le parcourions ensemble. Alors que nous nous dirigions vers nos voitures, Émilie s'est arrêtée. Camille, je sais que je ne pourrai jamais entièrement réparer ce que j'ai fait, mais je veux que tu saches que tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Tu as brisé le cycle pour nous deux. J'ai serré ma sœur dans mes bras, la première étreinte sincère que nous partagions depuis des années. Nous l'avons brisée ensemble, ai-je corrigé. Et nous guérirons ensemble, aussi. Nicolas nous a ramenés à l'appartement que mes parents avaient essayé de voler, où les documents de préparation du mariage étaient toujours sur la table de la salle à manger. La vie continuerait, mais différemment maintenant, meilleure, libérée du poison qui avait infecté notre famille pendant des générations. Le cycle était brisé. La guérison pouvait enfin commencer. Le procès principal a commencé un matin humide de juin, exactement une semaine avant ce qui aurait dû être le jour de mon mariage. Nicolas et moi l'avions reporté, convenant que nous avions besoin de clore ce chapitre avant de commencer notre vie conjugale. Le palais de justice bourdonnait d'attention médiatique. Notre affaire était devenue une sorte de sensation après que le direct de la Toussaint soit devenu viral, suscitant des conversations nationales sur l'abus financier au sein des familles. J'étais assise à la table du procureur, ma déclaration d'impact sur la victime pliée dans la poche de ma veste, le papier doux à force d'être manipulé. Émilie était assise à côté de moi, sa propre déclaration serrée dans des mains tremblantes. Nous avions passé des semaines à nous préparer, travaillant avec des défenseurs des victimes pour trouver des mots pour des années de manipulation et de douleur. Le ministère public appelle Camille Dubois, a annoncé le procureur. En prenant la barre, je me suis forcé à regarder mes parents. 6 mois de prison les avaient changés.
Les cheveux de Martine étaient entièrement gris maintenant, son visage décharné. Robert avait perdu sa carrure intimidante, paraissant presque fragile dans son costume trop grand. Mais leurs yeux contenaient toujours cette colère familière, cette certitude qu'ils étaient les victimes ici. Le procureur m'a d'abord interrogé sur l'abus financier. Des relevés bancaires affichés sur des écrans montraient le vol systématique. Chaque virement que j'avais fait à Émilie, pensant aider ma sœur en difficulté, alors qu'elle gagnait plus que moi. Les cartes de crédit ouvertes à mon nom, utilisées au maximum pour des achats de luxe, la tentative de vol de ma maison. Pouvez-vous parler à la cour de la violence physique, a demandé doucement le procureur. J'ai décrit les bleus cachés sous des manches longues, les accidents qui n'en étaient pas, l'escalade qui a conduit à la Toussaint, quand le désespoir les a finalement rendus assez négligents pour m'agresser devant des témoins. La défense argumentera probablement que c'était des incidents isolés, a dit le procureur. Pouvez-vous parler du schéma? Ce n'était jamais isolé, ai-je dit clairement. C'était systématique, calculé. Il savait exactement quelle force utiliser pour faire mal sans laisser de marque qui ne pouvait pas être expliquée. Il savait exactement sur quel bouton appuyer pour me faire obéir. Ils ont transformé l'amour en une arme et la famille en un piège. L'avocate de la défense, une femme qui semblait préférer être n'importe où ailleurs, s'est levée pour le contre-interrogatoire. Mademoiselle Dubois, n'est-il pas vrai que vous avez volontairement donné de l'argent à votre sœur? Personne ne vous a forcé à signer ces chèques. La coercition n'est pas toujours une question de force physique, ai-je répondu. Quand on est élevé depuis la naissance à croire que sa valeur se mesure à ce que l'on fournit, quand l'amour est conditionnel à l'obéissance, quand on vous dit que les membres de la famille souffriront si vous n'aidez pas. Oui, vous signez les chèques. Ça ne le rend pas volontaire. Ça en fait une question de survie. Mais vous êtes une professionnelle accomplie, a-t-elle insisté. Vous auriez sûrement pu simplement dire non. Avez-vous déjà essayé de dire non à quelqu'un qui vous a programmé depuis l'enfance à toujours dire oui? Qui vous a convaincu que les limites équivalent à de l'égoïsme, que vos besoins n'ont pas d'importance, que la famille signifie se sacrifier jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien? J'ai croisé son regard fermement. Il m'a fallu 28 ans et une agression physique devant des témoins pour enfin trouver ce non. Ce n'est pas volontaire. C'est de la captivité. Quand Émilie a pris la barre, son témoignage a révélé des dimensions de l'abus que je n'avais jamais connues. Des dossiers médicaux montraient des hospitalisations pour son trouble alimentaire que nos parents m'avaient caché. Des SMS révélaient les menaces constantes, la manipulation, la manière dont ils avaient instrumentalisé sa santé mentale contre elle. Ils m'ont dit que Camille m'abandonnerait si elle savait la vérité, a témoigné Émilie, les larmes coulant, qu'elle n'aidait que parce qu'il la forçait, qu'elle me en voulait en réalité. Ils nous ont isolés l'une de l'autre, nous ont fait concourir pour des miettes d'approbation pendant qu'ils se nourrissaient de nous deux. Le témoignage le plus accablant est venu de sources inattendues. Notre cousine Jessica, qui avait réussi à s'échapper 3 ans plus tôt, a révélé des schémas similaires. Notre tante Diane, participant par liaison vidéo depuis la Floride, a décrit des décennies d'exploitation financière avant de s'enfuir. Même des amis de la famille ont témoigné des mensonges répandus à mon sujet, de l'assassinat de caractère soigneusement orchestré pour s'assurer que personne ne me croirait si je parlais un jour. Le témoignage de Madame Dubois a été particulièrement puissant. Elle a présenté des emails datant de 15 ans, mes parents menaçant sa carrière si elle ne décourageait pas mes projets universitaires. Ils voulaient que Camille reste à la maison et travaille pour soutenir la famille, a-t-elle dit. Quand j'ai refusé de briser les rêves d'une étudiante brillante, ils ont essayé de me détruire. J'ai porté la culpabilité pendant 15 ans de ne pas l'avoir protégée. Je ne resterai plus silencieuse. Mais la révélation la plus choquante est venue de grand-mère Éléonore. Elle a découvert, en examinant les finances après l'arrestation, que mes parents la volaient depuis plus d'une décennie. Chèques falsifiés, retrait non autorisé, un prêt hypothécaire inversé contracté sur sa maison sans sa connaissance. J'étais tellement concentré sur la protection des filles, a déclaré Éléonore à la barre, que je n'ai pas réalisé que j'étais aussi une victime. Ils ont volé ma retraite, ma sécurité, ma confiance. Mais pire encore, ils m'ont rendu complice de la souffrance de mes petites filles en restant silencieuses si longtemps. Le 3e jour, tante Catherine est venue de Bretagne pour témoigner. En la voyant à la barre, calme et professionnelle dans sa robe de magistrate, j'ai compris ce qu'Émilie et moi pouvions devenir. Elle a détaillé les abus d'il y a 40 ans, établissant le schéma générationnel. Martine a appris de nos parents que les membres de la famille étaient des ressources à exploiter, a témoigné Catherine. Je me suis échappé,
mais je vois maintenant que cela ne l'a poussé qu'à perfectionner ses méthodes avec ses propres filles. Mon silence, né de l'autoconservation, a permis à ce cycle de se poursuivre. Cela s'arrête maintenant. Enfin, le 4e jour, c'était le moment des déclarations d'impact des victimes. Je me suis levé, les jambes tremblantes, et me suis approché du pupitre. La salle d'audience est devenue silencieuse. Votre honneur, ai-je commencé. Les gens me demandent souvent pourquoi je ne suis pas parti plus tôt, pourquoi j'ai continué à donner de l'argent, pourquoi je les ai protégés alors même qu'ils me faisaient du mal. La réponse est complexe et simple à la fois. Ils m'ont élevé à croire que je n'avais pas le droit de partir. J'ai décrit le conditionnement qui a commencé dans l'enfance. La façon dont ils me louaient pour être serviable tout en punissant tout signe d'indépendance. Comment ils m'avaient convaincu que mon succès appartenait à la famille, que garder de l'argent pour moi, c'était les voler. Ils n'ont pas seulement volé de l'argent, ai-je continué. Ils ont volé mon identité, ma relation avec ma sœur, ma capacité à faire confiance. Ils m'ont fait remettre en question la réalité, douter de mes propres expériences, m'excuser d'exister. Les bleus s'estompent. Le compte en banque peut être renfloué. Mais apprendre à croire que je mérite mieux, c'est le travail de toute une vie. J'ai regardé directement mes parents. Vous m'avez traité d'ingrate. D'égoïste. Vous avez raison. Je suis enfin, glorieusement, assez égoïste pour croire que je mérite un amour sans étiquette de prix. Je suis ingrate pour l'abus déguisé en affection. Et j'en ai fini de m'excuser d'avoir survécu à vous. La déclaration d'Émilie était tout aussi puissante, détaillant l'abus différent mais parallèle qu'elle avait enduré, la négligence médicale, les menaces, la façon dont il l'avait convaincue que l'acceptation de l'argent volé était sa seule option de survie. Ils nous ont monté l'une contre l'autre, a dit Émilie, la voix forte malgré ses larmes. Nous ont fait concourir pour des miettes d'amour pendant qu'ils se nourrissaient de notre douleur. Mais Camille et moi nous sommes retrouvés. Nous brisons le cycle dans lequel vous avez essayé de nous piéger. Votre héritage s'arrête avec nous. Quand est venu le tour de nos parents de parler, leurs déclarations étaient des études de déni. Martine a pleuré d'avoir été abandonnée par des enfants ingrats. Robert a fulminé contre le manque de respect et la trahison. Aucun n'a reconnu les preuves. Aucun n'a exprimé de remords. Ils s'étaient convaincus qu'ils étaient des victimes, et aucune preuve ne changerait ce récit. Le verdict du juge a été rapide et accablant. Coupable sur tous les chefs d'accusation. La sentence viendrait plus tard, mais les peines maximales étaient substantielles. Alors que le marteau tombait, j'ai senti quelque chose changer en moi. Un poids que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié que je le portais, se levant enfin. Mais Martine n'avait pas fini. Alors que les officiers s'avançaient pour les emmener, elle s'est jetée vers notre table. « Vous avez détruit cette famille » a-t-elle crié. « J'espère que vous êtes heureuse. J'espère que vous pourrez vivre avec vous-même. » La sécurité l'a rapidement maîtrisée, mais je me suis levé, croisant son regard fou une dernière fois. « Nous ne vivons plus avec vous » ai-je dit calmement. « Nous vivons avec nous-mêmes. » Et pour la première fois, c'est suffisant. Alors qu'ils étaient traînés dehors, criant toujours à l'injustice et à l'ingratitude, j'ai senti la main d'Émilie se glisser dans la mienne. Nous nous tenions ensemble, survivantes de la même guerre, enfin du même côté. Devant le palais de justice, des journalistes attendaient avec des questions. Mais j'en avais fini de parler pour l'instant. Nicolas a passé son bras autour de moi et nous nous sommes éloignés des caméras, du drame, du passé qui nous avait tenus captifs si longtemps. Alors, a dit Émilie alors que nous atteignions nos voitures. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, ai-je dit, me surprenant moi-même avec un sourire, nous apprenons à être libres. La sentence tomberait dans 2 semaines. Il y aurait des audiences de dédommagement, une thérapie continue, le lent travail de reconstruction de la confiance. Mais le plus dur était passé. Nous les avions affrontés. Nous avions dit notre vérité. Nous avions gagné. Alors que Nicolas nous ramenait à la maison, j'ai sorti mon téléphone pour trouver des centaines de messages. Du soutien d'inconnus qui avaient vu la couverture du procès. Des remerciements d'autres survivants d'abus qui avaient trouvé du courage dans notre histoire. La confirmation que briser notre silence avait eu un effet d'entraînement, aidant d'autres à trouver leur voie aussi. Tu sais quoi, ai-je dit à Nicolas. Reprogrammons le mariage à la date initiale. Je ne veux plus leur donner le pouvoir de retarder notre bonheur. Il a souri, serrant ma main.
J'espérais que tu dirais ça. Le 21 juin, donc. 6 jours après le verdict, entouré d'une famille choisie et libérée des ombres du passé, je marcherai dans l'allée non par obligation ou culpabilité, mais par amour pur et inconditionnel. Le genre que mes parents ne m'avaient jamais appris. Le genre dont j'avais appris l'existence seulement après leur avoir échappé. Le genre qu'Émilie et moi apprenions lentement, prudemment, à reconstruire entre nous, une conversation honnête à la fois. 2 semaines plus tard, un matin qui ressemblait au premier jour du printemps malgré le milieu du mois de juin, nous nous sommes rassemblés pour le prononcer de la sentence. La salle d'audience était bondée, non seulement de nos sympathisants, mais aussi d'autres familles qui avaient suivi notre affaire, voyant leurs propres histoires se refléter dans la nôtre. La juge Patricia Williams présidait. Et oui, l'ironie n'a échappé à personne qu'elle partageait un prénom avec ma tante protectrice et le deuxième prénom de Catherine. Elle avait examiné toutes les preuves, tous les témoignages, toute la douleur mise à nu au cours des mois de procédure judiciaire. Avant de prononcer la sentence, a commencé la juge Williams, je veux aborder quelque chose. Cette affaire a attiré une attention médiatique considérable, certains la qualifiant de dispute familiale montée en épingle. Soyons clairs, l'abus financier n'est pas une dispute. Le vol systématique n'est pas un malentendu. L'agression physique n'est pas de l'éducation. Elle a regardé directement mes parents qui étaient assis, rigides, dans leur combinaison orange. Monsieur et Madame Dubois, on vous a confié le devoir sacré d'élever des enfants. Au lieu de cela, vous avez élevé des victimes. Vous avez transformé vos filles en ressources à exploiter, leur apprenant que l'amour était accompagné de factures. La juge a continué, les preuves montrent un schéma s'étendant sur des décennies, 2 filles traumatisées, une mère âgée volée, des membres de la famille élargie exploités, des amis et des membres de la communauté trompés. Ce n'était pas un mauvais jugement passager. C'était une entreprise criminelle qui opérait au sein d'une structure familiale. Pour le crime d'agression aggravée, a prononcé la juge Williams, je vous condamne chacun à 3 ans. Pour l'usurpation d'identité, 5 ans. Pour la fraude dépassant 200 000 €, 7 ans. Pour la maltraitance de personnes âgées, 4 ans. Ces peines seront purgées concurremment pour un total de 7 ans de prison ferme. Martine s'est effondrée en sanglotant. Le visage de Robert est devenu violet, mais la main de son avocat l'a maintenu assis. De plus, a continué la juge, vous êtes condamné à payer une restitution complète à toutes les victimes. Vos actifs seront liquidés pour commencer ce processus. Il vous est interdit de contacter vos filles directement ou indirectement pour une période de 20 ans après votre libération. 20 ans, a hurlé Martine. Ce sont nos enfants. Non, a dit fermement la juge Williams. C'étaient vos victimes. À votre libération, vous suivrez une thérapie obligatoire portant sur l'abus financier, les schémas de comportement narcissique et la formation à l'empathie envers les victimes. Toute violation de ces termes entraînera un retour immédiat en incarcération. Alors que les huissiers les emmenaient pour la dernière fois, Robert s'est retourné. Juste un instant, sous la rage, j'ai vu autre chose. La reconnaissance qu'il avait perdue. Pas seulement le procès, mais tout. Le contrôle, le récit, les filles qu'il avait essayé de posséder. Camille, a-t-il appelé, sa voix se brisant. Je suis ton père. Non, ai-je répondu, ma voix portant à travers la salle d'audience. Vous êtes un étranger qui se trouve m'avoir élevé. Les pères protègent. Vous avez exploité. Et puis ils sont partis, disparus derrière de lourdes portes, commençant 7 ans de conséquences pour des décennies d'abus. La salle d'audience a éclaté dans un mélange de larmes et d'applaudissements. Émilie et moi nous sommes tenus l'une l'autre, pleurant toutes les deux, soulagées toutes les deux. C'était fini. Vraiment, enfin fini. Dans le couloir par la suite, nous étions entourés de sympathisants. Tante Catherine nous a serrés toutes les deux très fort. Vous l'avez fait, a-t-elle murmuré. Vous avez brisé le cycle. Éléonore serait si fière. Grand-mère Éléonore était décédée paisiblement 2 mois après le début du procès, mais pas avant de voir ses filles tenues pour responsables. Ses derniers mots pour nous avaient été « Vivez librement maintenant. C'est tout ce que je veux ». Cet après-midi-là, au lieu de nous attarder sur la sentence, nous nous sommes concentrés sur l'avenir. Mon mariage était dans 5 jours, et il y avait encore tant à faire. Émilie avait endossé le rôle de demoiselle d'honneur, et en la regardant se coordonner avec l'organisatrice de mariage, j'ai vu des aperçus de la sœur que j'avais perdue à cause de la manipulation, émergeant enfin à nouveau. Tu sais,
a-t-elle dit alors que nous passions en revue les arrangements floraux, je n'aurais jamais pensé pouvoir faire ça, être ta demoiselle d'honneur. Ils m'avaient convaincu que tu ne voudrais jamais de moi à ton mariage. Ils nous ont convaincus de beaucoup de mensonges, lui ai-je rappelé. Mais nous écrivons notre propre histoire maintenant. Le jour du mariage s'est levé parfait, tout de ciel bleu et de brise douce. Alors que je me tenais devant le miroir dans l'appartement de mon ami d'enfance, nous avions vendu mon appartement, trop de souvenirs, je m'émerveillais de la femme qui me regardait. Elle me ressemblait, mais différente, plus légère, libre. Émilie m'a aidé avec mon voile, ses mains stables et sûres. Camille, a-t-elle dit doucement. J'ai besoin que tu saches quelque chose. Chaque jour, je choisis d'être meilleur que ce qu'ils m'ont appris à être. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Mais te voir choisir l'amour, choisir la confiance après tout, ça me rappelle que c'est possible. Nous sommes toutes des œuvres en cours, les jeux assurés, lui serrant la main. Mais nous progressons ensemble. La cérémonie était petite, intime, remplie de la famille choisie. Madame Dubois a lu un poème sur la résilience. Mélissa était ma demoiselle d'honneur, m'ayant accompagnée sur le champ de bataille juridique. Oncle Jacques m'a conduite à l'hôtel, l'oncle qui s'était enfin levé quand cela comptait le plus. Alors que Nicolas et moi échangions nos vœux, j'ai pensé aux promesses qui comptaient vraiment. Pas seulement aimer et honorer, mais ne jamais manipuler ni contrôler. Soutenir sans compter les points. Donner librement sans attente de remboursement. Aimer sans étiquette de prix. Je promets, ai-je dit à Nicolas, ma voix claire et forte. De construire une vie avec toi basée sur la confiance, pas sur les transactions, sur l'amour, pas sur l'influence. De nous choisir mutuellement chaque jour, non pas parce que nous le devons, mais parce que nous le voulons. Ses yeux brillaient de larmes alors qu'il prononçait ses propres vœux, promettant de toujours respecter mon autonomie, de ne jamais utiliser l'amour comme une arme, de créer une famille où l'affection était abondante et inconditionnelle. Alors que nous nous embrassions, scellant notre union, des applaudissements ont éclaté de notre petite assemblée. Mais le moment qui m'a le plus touché est venu à la réception, quand Émilie s'est levée pour son discours de demoiselle d'honneur. La plupart des gens racontent des histoires de leur enfance avec la mariée, a-t-elle commencé, la voix tremblante mais déterminée. Mais Camille et moi n'avons pas vraiment grandi ensemble. Nous avons survécu ensemble, souvent sans savoir que l'autre menait le même combat. Nous avons été séparés par des mensonges, la manipulation et la cupidité. Elle m'a regardé directement, les larmes coulant librement. Mais voici ce que nos parents n'ont jamais compris. On ne peut pas détruire l'amour, seulement l'enterrer. Et les choses enterrées, si on leur en donne la chance, développent des racines. Des racines fortes. Des racines incassables. Émilie a levé sa coupe de champagne. À Camille et Nicolas, qui construisent quelque chose que notre famille n'a jamais eu. Un amour sans condition, un foyer sans manipulation, un avenir sans peur. Et aux secondes chances. Parce que parfois, la famille que vous choisissez est plus forte que la famille dans laquelle vous êtes né. Il n'y avait pas un œil sec alors que nous portions un toast, le champagne doux de possibilités. Les mois qui ont suivi ont été un tourbillon de guérison et de croissance. Émilie et moi avons continué la thérapie, individuellement et ensemble. Elle a utilisé ses compétences en programmation pour créer une application pour les survivants d'abus financiers, les mettant en contact avec des ressources et du soutien. Son histoire de complicité et de rédemption a résonné auprès d'autres personnes qui avaient été forcées de participer à des dynamiques d'abus familial. Je suis retourné au travail avec de nouvelles limites et une nouvelle estime de moi. Mon entreprise, ayant été témoin de la laide vérité à travers le direct de Bastien, n'avait été que soutien. Ils se sont même associés à l'organisation à but non lucratif que Mélissa et moi avons lancée, fournissant du marketing pro bono pour nos campagnes de sensibilisation à l'abus financier. 1 an après la sentence, nous avons organisé notre première collecte de fonds. La salle de bal était remplie de survivants, de défenseurs et d'alliés. Émilie et moi nous tenions ensemble au pupitre, non plus victimes et complices, mais partenaires dans un but commun. L'abus financier prospère dans le silence, ai-je dit au public. Dans la honte qui dit que les affaires de famille doivent rester privées. Dans la culpabilité qui dit que poser des limites vous rend égoïste. Mais le silence est ce qui permet au cycle de se poursuivre. Nous sommes ici pour briser ce silence, a ajouté Émilie. Pour dire aux familles noyées dans la manipulation qu'il y a une issue, que se choisir soi-même n'est pas égoïste, c'est nécessaire, que le véritable amour ne vient pas avec des conditions. La fondation a rapidement grandi,
aidant des centaines de familles à reconnaître et à échapper à l'abus financier. Nous nous sommes associés à des banques pour signaler les transactions familiales suspectes. Nous avons travaillé avec des thérapeutes pour développer des protocoles de traitement pour les victimes et les auteurs en voie de guérison. Nous avons fait pression pour des lois plus strictes protégeant les adultes de l'exploitation financière familiale. 3 ans après le début de notre travail, j'ai reçu une lettre transmise par le système pénitentiaire. L'écriture de Martine, tremblante mais reconnaissable. Nicolas m'a trouvé en train de fixer l'enveloppe non ouverte. « Tu n'es pas obligé de la lire », m'a-t-il rappelé doucement, sa main sur mon ventre de femme enceinte. Nous attendions notre premier enfant, une fille que nous avions déjà décidé d'appeler Éléonore, d'après la grand-mère qui avait enfin trouvé sa voie. « Je sais », ai-je dit, mais la curiosité l'a emporté. À l'intérieur, 3 pages de justification, d'accusation, et enfin, tout à la fin, 4 mots qui auraient pu être du remords. Peut-être que nous avions tort. Peut-être. Après tout, peut-être. Je l'ai montré à ma thérapeute qui m'a aidé à traiter les émotions compliquées. La prise de conscience de la responsabilité vient souvent par étapes, a-t-elle expliqué. Peut-être et peut-être tout ce dont elle est capable pour le moment. La question est, de quoi as-tu besoin pour ta propre guérison? Ce dont j'avais besoin, c'était exactement ce que j'avais. Une vie remplie d'amour honnête. Une sœur qui a choisi la guérison plutôt que le ressentiment. Un mari qui a compris que mes cicatrices faisaient partie de mon histoire, mais pas de mon identité. Un travail qui aidait les autres à échapper à leur propre cycle. Et bientôt, une fille qui grandirait en sachant que l'amour est donné librement, non gagné par la souffrance. J'ai gardé la lettre mais n'ai pas répondu. Certains ponts, une fois brûlés, n'ont pas besoin d'être reconstruits. Certaines personnes, même des parents, étaient plus en sécurité aimés de loin, ou pas du tout. 5 ans après ce dîner de la Toussaint qui a tout changé, Émilie et moi nous tenions dans mon jardin, regardant nos enfants jouer. Son fils, 2 ans et intrépide. Ma fille Éléonore, 3 ans, et pleine de questions sur tout. Nicolas s'occupait du barbecue pendant que le mari d'Émilie poussait les enfants sur la balançoire que nous avions installée ensemble. « Penses-tu parfois à eux ?» a demandé doucement Émilie, en regardant la petite Éléonore négocier les tours de balançoire avec son cousin. « Parfois, ai-je admis. Surtout quand Éléonore fait quelque chose qui me rappelle maman avant. Avant que ce qui s'est brisé en elle ne devienne toxique. Je me demande s'ils ont vraiment changé. Si la prison et la thérapie ont réparé ce qui n'allait pas. Est-ce que ça importerait si c'était le cas? J'ai réfléchi à cela, regardant le visage de ma fille s'illuminer de joie pure alors qu'elle s'envolait dans les airs. Non, ai-je réalisé, parce que le changement n'efface pas le mal. Et le pardon ne signifie pas accepter de nouveau dans sa vie des personnes qui se sont avérées dangereuses. Les enfants demanderont un jour, a dit Émilie, pourquoi ils n'ont pas ses grands-parents. Et nous leur dirons la vérité, ai-je répondu. De manière appropriée à leur âge, honnêtement. Que parfois, les gens qui devraient vous aimer ne savent pas comment le faire en toute sécurité. Que s'éloigner des personnes nuisibles est parfois la chose la plus courageuse que l'on puisse faire. Qu'ils sont entourés d'une famille choisie qui les aime correctement. Comme si elle était convoquée par notre conversation, Éléonore a couru, jetant ses petits bras autour de mes jambes. « Maman, pousse-moi plus haut. »« Toujours, mon bébé, ai-je promis, la prenant dans mes bras. »« Aussi haut que tu veux aller. » En la regardant pousser des cris de joie alors qu'elle volait dans les airs, j'ai pensé au cycle. Ce que nous brisons, ce que nous commençons, ce que nous choisissons. Nos parents nous avaient appris que l'amour était transactionnel, que la famille signifiait la possession, que la culpabilité était une monnaie d'échange. Mais ici, dans ce jardin, entouré de gens qui ont choisi de nous aimer correctement, nous apprenions à nos enfants quelque chose de différent. L'amour se multiplie lorsqu'il est donné librement. La famille se définit par le comportement, pas par le sang. Et le plus grand cadeau que vous pouvez offrir à la prochaine génération est la connaissance qu'ils sont précieux simplement parce qu'ils existent, non pour ce qu'ils peuvent fournir. Tati Émilie a appelé Éléonore depuis la balançoire. Regarde-moi voler. Je te regarde, ma chérie, a répondu Émilie, et dans sa voix, j'ai entendu l'écho de chaque choix qu'elle avait fait pour guérir, pour grandir, pour devenir la tante qu'elle aurait aimé avoir. C'était notre héritage. Pas la manipulation, ni la culpabilité, ni l'amour conditionnel, mais ceci, des enfants qui savaient qu'ils pouvaient voler parce qu'on ne leur avait jamais appris qu'ils étaient destinés à être en cage.
Alors que le soleil se couchait sur notre réunion de famille impromptue, peignant le ciel de teintes d'espoir, j'ai senti les dernières chaînes du passé tomber enfin. Nous avions survécu. Nous avions guéri. Nous avions construit quelque chose de magnifique à partir des cendres de ceux qui avaient essayé de nous détruire. Et à la fin, c'était la plus grande des vengeances. Pas seulement survivre à ceux qui nous avaient fait du mal, mais prospérer si complètement que leur mal était devenu rien de plus que du compost pour notre croissance. Allez, a appelé Nicolas, appareil photo à la main. Photo de famille. Nous nous sommes rassemblés, Émilie et son mari, Nicolas et moi, les enfants se tortillant entre nous, même Mélissa, qui était passée avec son nouveau partenaire. Famille. Vraie famille. Famille choisie. Alors que l'appareil photo capturait nos sourires, je savais que cette photo ne serait jamais utilisée pour culpabiliser ou manipuler. Elle serait simplement ce qu'elle était, un moment de joie librement partagé avec des gens qui savaient que l'amour ne devrait jamais, jamais faire mal. Le cycle était brisé. L'avenir nous appartenait, et nous étions enfin, vraiment libres.